Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Hello World. Nous allons aujourd'hui poursuivre l'analyse du deuxième chapitre que l'on a commencé l'autre fois. Voilà, donc il s'agit ici de la suite du deuxième chapitre de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Un petit rappel de ce qu'on a dit l'autre fois dans la première partie. Homme Sid, l'enfant découvre l'hostilité du monde et la fragilité de son corps. Vous regardez bien le contraste qu'il avait. L'hostilité du monde face à son corps qui était vraiment fragile et sensible, un corps d'un enfant de 6 ans. Un enfant qui devait tous les mardis réciter tous les chapitres qu'il a déjà appris depuis son rentrée à l'école coranique. Lui ainsi que ses condisciples étaient effrayés et avaient vraiment peur du frère ainsi de son bâton de cognacier. À son retour, il trouve sa mère souffrante. Lui aussi avait une certaine pâleur. On a déjà expliqué les vrais motifs pourquoi tous les deux souffraient, lui ainsi que sa mère souffraient comme ça. Lui, il avait passé une nuit horrible. Sa mère s'était disputée avec sa voisine. Ensuite, Lalla Aïcha rend visite à Lalla Zoubida. Lalla Aïcha, c'est une amie intime à la maman de Sidi Mohamed. Et réussit à la convaincre d'aller au sanctuaire de Sidi Ali Bougaleb. Quand vous voyez, il s'agit ici de deux femmes qui sont vraiment superstitieuses. D'accord? Ils croyaient que leur visite à ce sanctuaire-là va leur donner une solution et un remède pour les maux dont elle souffre, elle ainsi que son enfant. Pour que Sidi Mohamed lui aussi retrouve sa gaieté et sa force. Donc voilà, les femmes croyaient à la superstition au lieu d'aller chercher un médecin ou bien d'aller chercher des médicaments et des remèdes pour leurs maux. D'accord. Dans la suite du chapitre, Ahmed Sfraoui a enrichi son texte par des descriptions ethnographiques, comme lorsqu'il a parlé du mausolée, la zawiya, le catafalque du saint Sidi Ali Bougaleb. C'est comme si l'auteur voulait faire une sorte d'invitation au tourisme, surtout pour le lecteur européen, car il décrit minutieusement les lieux typiquement marocains, en utilisant des mots comme zawiya, comme des mots ainsi que pour les habits qu'ils ont portés, les deux femmes. Donc, il voulait donner un timbre marocain à son écrit. Et par là, lorsqu'il était en train de décrire les lieux avec une description qui est vraiment ethnographique, cela c'est pour chercher à susciter la curiosité des lecteurs et des touristes pour venir au Maroc. Donc le deuxième chapitre a une dimension et une valeur ethnographique. D'accord? C'est qu'il voulait faire savoir aux lecteurs, surtout le lecteur européen, notre culture, notre architecture, notre façon de penser, notre façon de vivre, etc. Donc ça, c'est pour mettre le lecteur européen dans le bain. D'accord? Donc il s'agit ici d'une dimension ethnographique que l'on peut timbrer et donner à ce roman-là. Surtout ici, dans ce chapitre-là, il a consacré une grande dimension et une grande place pour la description de ces lieux. Le sanctuaire, le catafalque, comment les gens sont là-bas, ils s'installent là-bas pour chercher la guérison, leurs croyances, leurs superstitions, leur façon de penser, etc. Les femmes, comment elles sont engagées dans leurs prières, dans leur façon de demander l'aide, etc. Au lieu de chercher des vrais remèdes, des remèdes logiques, des choses qui sont vraiment raisonnables. Donc,
on peut ajouter aussi d'autres remarques. Le champ lexical qui était dominant dans la deuxième partie de ce chapitre-là, c'est celui du vacarme, le bruit bien sûr, de la foule, de l'embouteillage. D'accord? Lorsque Ahmed Sfraoui était en train de décrire, il a employé un champ lexical. Si vous revenez au texte, vous allez trouver qu'il a utilisé un champ lexical qui se rapporte au vacarme, à la foule, à l'embouteillage, etc. Parmi les figures de style que l'on trouve dans ce chapitre, ou bien que nous trouvons dans ce chapitre, regardez bien cette phrase qui était dans cet extrait-là. À la maison, elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leur corde vocale était à toute épreuve. Elle devenait dans la rue aphone et gentiment minaudière. Ici, Sidi Mohammed se rappelle des deux femmes, comment elles se comportaient dans la maison et comment elles se comportaient dans le chemin, dans la route, dans le chemin vers le sanctuaire, bien sûr. Donc, à la maison, comment elle était? Les deux femmes faisaient trembler les murs. Ici, cette figure de style, c'est l'hyperbole ou bien l'exagération, parce qu'il est en train d'exagérer pour nous montrer, voilà, leur voix, comment elle était dans la maison. Elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leur corde vocale était à toute épreuve. Il continue vraiment à décrire avec, bien sûr, l'hyperbole. C'est avec S, c'est-à-dire les deux femmes, elles devenaient dans la rue aphone, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui est silencieux. Dans la rue aphone et gentiment minaudière. Minaudière, c'est-à-dire quelque chose qui est belle à voir, etc. Donc, il y a ici, comme on a dit, une hyperbole qui laisse voir un contraste, une contradiction et un contraste dans le comportement de ces deux femmes. Dans la maison, c'est pas la même chose comme dehors. Elles se comportaient différemment selon la place là où elles étaient. Regardez bien cette autre expression ou bien cette autre phrase. Il a dit « J'attendais un bon moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks immaculés. » Immaculé veut dire propre. Regardez bien cette phrase. J'attendais. C'est toujours le jeu du narrateur Sidi Mohammed. J'attendais un bon moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks immaculés parce que lui, il marchait devant et puis il était en train de les attendre. Au lieu de dire j'attendais avant de voir surgir de la foule les deux femmes qui portaient les haïks immaculés, il a remplacé les femmes par leurs habits ici, par leur apparence. Il s'agit ici de la synecdoque. Cette figure de style, remplacer quelque chose par un élément qui leur marque, d'accord? Ça, il s'agit de cette figure de style, ça s'appelle la synecdoque. Il y a une certaine ressemblance entre la synecdoque et la métonymie. On va détailler cela après, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Donc ensuite, l'enfant sera griffé par un chat, un matou. Le lendemain, il ne part pas homicide. Cela le rend heureux. En se réveillant après le départ de son père au travail, l'enfant assiste et entend les salutations et les souhaits d'usage entre les voisines, le cérémonial matinal. Le narrateur se régale avec deux beignets que la voisine Fatma lui apporte. Après, Driss, le teigneux, qui a, bien sûr teigneux, c'est-à-dire qui a la tête, c'est un adjectif par rapport à son état d'une maladie qui a attaqué peut-être ses cheveux ou bien sa peau, parce que la teigne, c'est une maladie qui peut toucher les cheveux, la peau, les ongles, etc., caractérisée par des plaques arrondies, d'accord, avec disparition des poils ou bien des cheveux. Donc, il s'appelait ici, voici un autre personnage qui vient d'apparaître, c'est Driss le teigneux qui vient, pourquoi
parce que Driss le teigneux, c'est un apprenti du père qui vient pour faire les commissions du ménage, le ménage de Abd Salam. Abd Salam, c'est le père du narrateur, le père de Sidi Mohammed. Donc, on a dit après avoir pris les beignets de chez Fatma al-Bziouia qui lui avait donné ces beignets-là. Donc, Driss le teigneux, apprenti du père, vient pour faire les commissions du ménage, mais ce qui réjouit le narrateur le plus, c'est le petit éléphant en verre, le capuchon que lui a donné Rahma, que lui offre Rahma. Il décide de le ranger dans sa boîte avec les autres objets qu'il avait dedans. D'accord. Donc là, on voit que cet enfant-là est en train de vivre avec deux parents, bien sûr. Un père qui quitte la maison depuis le matin et n'en revient que le soir, et une maman qui est vraiment superstitieuse et qui se lance avec lui. À chaque fois, elle l'emporte vers un sanctuaire quelconque. Donc, c'est vraiment touchant, c'est vraiment unique et différent des autres. Jusqu'à maintenant, on a vu donc la deuxième partie de ce chapitre-là. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon-là. Merci de bien vouloir liker, mettez des pouces bleus en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et merci et à la prochaine. Au revoir.